On m'a demandé de parler d'un clocher particulier qui est celui de Boulogne-Billancourt, paroisse Sainte-Cécile, patronne des musiciens. Et en fait, j'ai commencé à discuter de ce choix parce que ça me paraissait beaucoup plus difficile que de parler d'autres clochers que j'avais réalisés, qui sont sur la chapelle de Tours, donc des clochers d'église tout simplement. Une petite flèche pour une chapelle tourangelle, dans un quartier totalement nouveau, qui fait d'ailleurs que certains musulmans ont mis des paravents devant leur balcon pour ne pas voir la croix qui est sur ce clocher. Donc on est dans une cohabitation moins facile qu'à Créteil, par exemple. Voilà. Ou le clocher de Saint-François de Molitor, un clocher tour pour une église en façade de rue, comme on en a beaucoup à Paris. Et puis on m'a dit non, mais c'est pas ça dont il faut parler. Il faut parler de cet ouvrage qui est, vous voyez sur la photo, au bord de la rue de l'Est. Oui, c'est ça, vous regardez. Au bord de la rue de l'Est, il y a cette construction dont on va voir que c'est vraiment un clocher. D'ailleurs, il a une croix au-dessus et des abassons en bois dont nous avons travaillé l'orientation et qui sont accessibles par un escalier intérieur de façon à entretenir les cloches. Voilà. Donc tous les architectes ne pensent pas à l'entretien des cloches. Voilà. Je tiens à le préciser quand même pour défendre cette profession si malmenée. Voilà. Donc, donc c'est un propos beaucoup plus difficile que je dois vous tenir, puisque ce clocher, comme on l'aperçoit dans la rue, il est adossé à un immeuble qui paraît être un immeuble d'habitation, tout simplement, mais il n'est pas du tout adossé à une église. Et donc, mon propos va être de vous découvrir avec vous de quoi ce clocher est signe dans la ville. Voilà. Donc, pour comprendre la signification de ce clocher, nous allons rapidement aussi parcourir l'histoire qui a généré cette construction. Voilà. Donc nous sommes dans un quartier de Boulogne-Billancourt. Vous voyez en haut de la vue le bois de Boulogne, en bas la boucle de la Seine qui entoure la commune de Boulogne-Billancourt. C'est un endroit qui a été urbanisé principalement au XXe siècle. Vous voyez le petit point noir au milieu de l'image, qui est au centre d'un quartier qui a vu se construire des bâtiments de Mallet-Stevens, Le Corbusier, Perret, etc. C'est toute cette période de construction du XXe siècle qui entoure ce clocher. Donc, c'est un endroit qui a d'abord été dans une campagne de banlieue parisienne, qui s'est petit à petit équipé, comme le racontait avec brio Mathieu Lours tout à l'heure, de bâtiments d'église. Voilà. Et donc, dans cette rue, on trouve... dans cette rue a été construit, donc il y a 4 ans maintenant, ce clocher de l'église... Tiens, ah oui, j'ai fait du... voilà. Ce clocher de l'église... De la paroisse Sainte-Cécile, Donc on voit que c'est un clocher, il y a le signe de la croix en haut, que vous voyez, qui est éclairé la nuit. Il y a des abassons de cloches, et puis une série de fenêtres un peu meurtrières, comme on en voit souvent dans les clochers. Et il est adossé à cet immeuble en briques. Alors en plus, il présente toutes les signes symboliques qui en font une tour qui relie la terre au ciel, puisque sa base est carrée. Le carré, c'est la terre. On est devant, derrière, à droite, à gauche, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Et donc on se repère avec 4 directions. Voilà. Vous savez que quand vous faites une ville, si vous tracez des avenues à 45 degrés, les gens se perdent. C'est tout le quartier des Invalides, etc. Voilà, donc c'est la terre. Et en haut, on a une petite tourelle à 8, qui est le signe de l'éternité, qui traditionnellement se trouve là-haut, au ciel.
Donc cette tour relie bien la terre au ciel. Ça a l'air d'être une tour qui parle de Dieu. Voilà. Et puis, au pied de cette tour, on a cette allée. Voilà. Donc, et on voit au fond ce qui paraît être une église de la Renaissance italienne, en gros. Alors, en fait, cette église a été construite en 1913, au cœur d'un îlot, derrière un terrain qui abritait un patronage. Donc elle est très éloignée de toutes les rues qui l'entourent. Voilà. Voilà la tête du clocher. Attendez, je vais vous... Voilà. Voilà. Donc sur cette image, on voit assez bien... Je vais peut-être vous montrer avec un pointeur. Voilà. Ça doit marcher. Voilà, on voit assez bien. Donc la rue sur laquelle apparaît le clocher qu'on a vu tout à l'heure, c'est l'état antérieur. On voit cette église qui est en cœur d'îlot, et puis ce terrain sur lequel se développait un patronage au début du siècle. Donc cette église construite en 1913 était accessible pendant longtemps, avant que nous construisions les immeubles, par un petit chemin, là, totalement à l'ombre d'un supermarché qui est à côté. Voilà, donc, vous voyez, ça c'est l'accès à l'église sur la rue, se trouvait comme ça, le long de ce grand immeuble qui est situé au sud. Donc voilà ce qu'était l'entrée vers l'église, toujours à l'ombre. Voilà. Et puis, dans les années 2000-2010, une communauté de frères de Saint-Jean a été désignée pour prendre en charge cette paroisse et a développé toutes sortes d'activités. C'est-à-dire qu'elle a développé l'église de Pierre Vivante, dont on parlait tout à l'heure à propos de Créteil. Donc petit à petit, des paroissiens de toutes générations se sont mobilisés pour créer toutes sortes d'activités, catéchisme, animation des jeunes, rencontres intergénérations, etc. Et au bout d'un certain temps, c'est cette église de Pierre Vivante qu'il a fallu installer convenablement sur le terrain. Voilà. Et c'est alors que cette composition, que je vais peut-être montrer d'abord ici, voilà. C'est à ce moment-là que cette composition, ça c'est le premier croquis qui a été fait, a été réalisé. On voit sur cette composition l'église en cœur d'îlot, on voit ce qu'était le patronage dans ce petit bâtiment qui abritait en fait l'ensemble des activités, dont les habitations de la communauté, qu'on appelle le prieuré. Et puis, donc, à la place de l'allée qui était ici, la construction de cet ensemble. Alors, la construction de cet ensemble, en fait, c'est une résultante du tracé du chemin vers l'église. Ce qui a guidé toute cette composition, c'est le chemin vers l'église, ce qui n'est pas complètement un hasard, puisque c'est fait pour suivre ou pour aller à la rencontre de celui qui a dit « Je suis le chemin ». Voilà. Donc, et à l'entrée sur ce chemin, il y a cet ensemble dont on va petit à petit approfondir la signification. Cet ensemble, ce clocher, donc on voit sur ce dessin qu'il est fait pour annoncer l'église de Pierre, mais pas seulement. Vous savez, en Europe, il y a deux mots pour dire église. Il y a église, iglesia, chiesa, qui vient de ecclésia en grec, donc appelé, ou ce qui a donné l'assemblée.
donc c'est l'appel. Et puis, dans les pays nordiques, on dit plutôt Kirche, Church, qui vient du grec Kyrie, qui est le Seigneur. Donc, quand on rassemble les deux, on se dit, le clocher, c'est là où c'est le Seigneur appelle, n'est-ce pas? Donc, le signe que le Seigneur appelle, le signe de l'Église, si vous rassemblez les deux mots qui en Europe veulent dire Église, ça veut dire le Seigneur appelle. Le clocher dit aux passants, le Seigneur appelle. Voilà. Il fait signe par la vue, il fait signe aussi par l'ouïe. On a longuement parlé des cloches, donc qui sont quand même le plus ancien jingle publicitaire de l'humanité, n'est-ce pas? Voilà. Il y a des sociétés de communication qui distribuent beaucoup tous les jingles publicitaires, mais celui-là, on ne peut plus nous le voler, n'est-ce pas? Il est assez extraordinaire. Et dans ce quartier, d'ailleurs, la communauté des Frères de Saint-Jean avait pris la précaution, avant la construction d'un clocher, donc avant l'édification des cloches, d'avoir des haut-parleurs qui sonnaient les cloches dans le quartier, ce qui fait qu'on n'a pas eu du tout de mal à convaincre les voisins qu'on allait mettre des vraies cloches. Ils étaient habitués. Voilà, donc je conseille ça à des gens qui ont des clochers à faire. Il faut pendant un certain temps habituer avec des haut-parleurs qui en plus permettent de moduler le son petit à petit. Voilà, partir de très doux, et puis donc on met des clochettes au départ et puis petit à petit on y arrive. Voilà. Donc ce clocher est en bord de rue et encadré de petits immeubles. Donc on voit sur la photo à droite le fameux centre commercial et puis à gauche il y a une petite maison et on voit qu'il est placé de biais, curieusement, par rapport à l'alignement de la rue. Ce biais est fait en fait pour que l'on vienne du nord, comme sur cette vue, ou qu'on vienne du sud, on ait toujours le clocher de face qui vous accueille. Donc il est bien dans sa position étudié pour faire signe sur la rue. On rompt l'alignement des immeubles, on l'interrompt pour dire « Le Seigneur t'appelle » en bord de rue. Voilà. Donc cette base carrée qui représente la terre. Voilà. Donc on voit sur ce dessin aussi qu'à sa base, on trouve en fait le départ de deux cheminements. Le cheminement donc de l'allée qui est ici, et puis un cheminement vers l'entrée dans le bâtiment, qui est lui aussi perpendiculaire. Donc cette grande allée que l'on voit là, attendez, je vais vous... Voilà. On voit bien sur cette maquette cette grande allée, n'est-ce pas? Il y a le clocher est ici, l'immeuble est là, ça c'est l'immeuble d'à côté, et cette grande allée a été faite, elle part de la partie la plus nord du terrain, qui se trouvait à l'ombre, pour aller vers la partie la plus sud, qui se trouve plutôt dans la lumière. Donc c'est une allée qui va bien vers la lumière, qui est d'ailleurs avec une croix de gloire qui est juste en face. L'allée n'est pas axée sur l'église, mais permet de la découvrir petit à petit, comme on le voit ici. Voilà. Le chemin, la croix ici, la vérité, et puis la vie dans l'église, bien sûr. Et elle est bordée d'un mail, une sorte de petit jardin sur lequel se réunissent les gens à toute heure du jour, et notamment à la sortie des célébrations. Voilà. Donc, vous voyez que par un simple tracé de l'allée qui va à l'église, on a changé l'image de celle-ci. Donc cette allée qui part du nord permet de découvrir petit à petit
la façade de l'église, avec 3 séquences simples finalement. Le clocher de biais dans la rue, la traversée du jardin et le parvis de l'église proprement dit. Voilà. Et cette allée longe une sorte de vitrine. Et cette vitrine va en dire long aussi sur la signification du clocher, puisque cette vitrine est différente des autres vitrines que l'on voit dans la ville, qui ont pour objet de montrer des marchandises en général. Voilà. La vitrine du commerçant montre des marchandises offertes aux passants. Cette vitrine ne montre pas des marchandises, elle montre des hommes et des femmes susceptibles d'accueillir celui qui passe, des hommes et des femmes, des personnes à rencontrer. Et donc, cette allée met en scène aussi la communauté qui agit, qui discute, on va le voir tout à l'heure à l'intérieur, qui propose des livres, qui propose des enseignements, qui propose des accueils dans des parloirs. Tout cela, on voit au long de... en arrivant, on voit que, au-delà du simple clocher que l'on a vu, qui a fait signe, qui a dit « Ici, le Seigneur t'appelle », on peut percevoir que non seulement il appelle dans mon cœur intérieur, mais il appelle parce qu'il y a des frères et des sœurs qui peuvent vous accueillir. Voilà. Donc ce clocher a en son pied un lieu chaleureux et habité, un lieu qui accueille, et c'est ce lieu qui est mis en vitrine. Souvent, enfin voilà, j'ai cherché en arrivant la salle Compostelle ici, j'ai du mal à trouver, je ne sais pas si vous avez, comme moi, parce que j'avais été fortement indiscipliné, voyant l'église, je suis rentré dans l'église, et en fait le 252 de la rue Saint-Jacques n'est pas l'église, voilà. Mais donc, je pense que souvent, on donne aux passants l'idée que l'église bâtiment est notre seul lieu de rassemblement. D'ailleurs, pour ce mot que la loi a introduit en 1905, qu'on a appelé le culte, qui est vraiment très, très douloureux pour nous, comme si on allait baiser la babouche de la divinité, n'est-ce pas? Bon, donc, voilà, je pense que ce projet que je vous montre là, il nous a fait travailler sur cette mise en évidence que l'Église du Christ, l'Église qu'il a fondée à la confession de Pierre, est une église, l'Église qu'on écrit avec un grand E, est une église d'hommes et de femmes qui se rassemblent, et parce qu'ils se rassemblent, font que le Christ est au milieu d'eux. Voilà. Parce que c'est ça la grande leçon pour nous de ce travail sur ce clocher, c'est que ça nous a fait travailler sur la manière de dire au monde, l'Église, ce sont des hommes et des femmes qui donc ont des limites bien plus grandes que les limites du simple bâtiment et qui exercent, qui ouvrent leur cœur à leurs frères, bien au-delà des murs du bâtiment proprement dit. Donc, ce sont ces activités qui apparaissent à travers cette vitrine, donc qui mène à une verrière. On a mis, comme le bâtiment est collé contre le sud du terrain, nous avons fait au bout de l'allée qui est dans le bâtiment. Là, on le voit très bien sur ce dessin-là, ici, une verrière qui permet de prendre le soleil du sud et de le faire rentrer dans le bâtiment pour que même quand on rentre par la rue de l'Est, donc par le côté ouest du bâtiment, on chemine à l'intérieur également vers la lumière. Voilà. Donc ça, c'est une vue qui est prise tout près de l'entrée, où on est accueilli par une librairie religieuse qui maintenant rayonne très bien sur même le sud-ouest, l'ouest de Paris, parce que c'est une antenne de la Procure. Voilà. Et puis avec des gens
qui vous accueillent, qui sont soit soit à la librairie, soit au bistrot, puisque on est en France et que il faut toujours avoir un bistrot pour accueillir les gens, sinon ça ne marche pas. Mais ceci dit, on est aussi dans la tradition, inaugurée par le Christ, qui n'en finissait pas de rassembler ses amis ou des gens qui auraient pu être des ennemis, comme des zélotes et des contrôleurs d'impôts, autour d'une table et d'un bon repas. Et voilà, donc ça aussi, dire aux gens que les chrétiens, c'est des gens qui aiment bien banqueter et qui attendent d'ailleurs le banquet final au ciel. C'est quand même sympathique. Voilà, ça nous rend sympathiques. Souvent, les gens ignorent que dans la Jérusalem du ciel, ce qui nous attend, c'est un banquet. Voilà. Donc, le bistrot fait partie de l'annonce de la bonne nouvelle du salut. Voilà. Et donc, ce bistrot est assez plein à toute heure du jour. On voit des étudiants qui viennent travailler là, au calme, on voit. Ou alors ils empruntent un bouquin, etc. Donc, et puis tout au fond, il y a des parloirs où on peut rencontrer des prêtres. Voilà. Ça va. Voilà, donc quand on rentre, on va de découverte en découverte avec des activités, mais aussi toujours des gens à rencontrer parce que ce lieu a généré aussi beaucoup de bénévolat, de gens qui ne savaient pas comment aller vers leurs frères pour leur annoncer la parole et qui là donc ont une activité de base, ils sont libraires, ils servent du chocolat ou du café ou ils accueillent simplement. Et le fait d'être là avec une activité fait que d'autres gens rentrent, d'autant plus qu'ils sont attirés par la vitrine. Voilà. Donc, au-delà de cela, donc, le lieu vit aussi parce qu'il est habité à toute heure du jour et de la nuit. Donc, le prieuré, qui était le petit bâtiment de patronage, on l'a agrandi pour y installer la communauté des frères de Saint-Jean, qui trouve là aussi un lieu où ils peuvent vivre leur vie communautaire sans être en permanence sollicités par des paroissiens, parce qu'ils ont à la fois cette vie de communauté, de fraternité, je dirais monastique, même si le mot n'est peut-être pas parfaitement approprié. Donc ça, ils habitent 24 heures sur 24. Et puis au-dessus ici, donc dans l'immeuble, il y a un foyer d'étudiants, parce que quand le curé a développé ses activités, des étudiants sont venus pour vous aider. Il a trouvé des familles pour les loger dans Boulogne-Billancourt, mais il a aussi voulu créer une communauté de ces étudiants qui servent la paroisse. Donc ils sont une douzaine et qui habitent tout là-haut, juste au pied du clocher. Ce qui fait d'ailleurs que le clocher est habité lui-même. Ça, c'est un petit coin de conversation qui est tout à fait en haut, dans le clocher. Voilà. Donc, lieu habité. Donc, on voit que, finalement, ce clocher signifie donc, comme je disais, l'église des pierres vivantes. Et on rejoint là, en fait, la signification des premières églises chrétiennes. C'est-à-dire que lorsqu'en 313, Constantin a permis... Ah oui, il y a les bureaux aussi, il y a les bureaux de la paroisse, qui sont des bureaux ouverts, ce qui est rare pour la paroisse. Voilà. Lorsqu'en 313, les chrétiens ont pu construire un bâtiment pour se rassembler, ils n'ont pas choisi le modèle du temple. Ils ont choisi le modèle de la halle de marché, en fait de la basilique, au sens romain du terme, ce qui en dit long. C'est-à-dire que là, souvent, moi, quand j'étais petit, on me disait l'église, c'est la maison du bon Dieu. Voilà. Et en fait, c'est certes la maison du bon Dieu, mais c'est la maison du bon Dieu parce que c'est la maison du peuple qui se réunit au nom du Christ.
C'est parce qu'ils se réunissent au nom du Christ que le Christ est présent. Et donc, cet aspect, alors, je sais qu'on adore opposer les choses en France. On dit, voilà, alors est-ce que c'est la vision du peuple ou est-ce que c'est la vision du bon Dieu? Il faudrait savoir. Et on dit, c'est les deux, voilà. Et ici, ce clocher, finalement, dissocié de l'Église, marque un peu une étape qu'on a découvert tous ensemble avec la communauté des Frères Saint-Jean, avec les paroissiens, etc. Marque une étape parce qu'il dit, le Seigneur t'appelle, mais le Seigneur t'appelle au sein d'une communauté, pas seulement au sein d'un bâtiment pour une dévotion personnelle ou collective. Il t'appelle plus largement au sein d'une communauté. D'ailleurs, le matériau dont il est fait, c'est le matériau de tous les immeubles du quartier, ce qui montre qu'il s'inscrit aussi complètement dans le quartier. Donc voilà. Donc, dans notre société si souvent ignorante de ce qui signifie être chrétien, qui croit qu'être chrétien, c'est de temps en temps s'enfermer dans une église à l'écart du monde pour prier au solitaire ou se rendre à l'église le dimanche simplement. En fait, ce clocher raconte beaucoup d'autres choses. Il raconte qu'en cet endroit, précisément, des hommes et des femmes vivent la fraternité, l'accueil, la prière ensemble, le dialogue dans le respect mutuel et qui font dire à ceux qui passent « Voyez comme ils s'aiment ». Je vous remercie. Évidemment, il s'imposait de parler de Versailles dans une journée d'études consacrée au clocher dans son territoire. Le clocher, ici, le territoire, c'est le territoire royal, celui de Versailles, voulu par Louis XIV, où il installe la cour et le gouvernement en 1682. À cette époque-là, le château est pratiquement achevé ou en cours d'achèvement, à l'exception de la chapelle qui, elle, fait partie des derniers travaux de Louis XIV, puisqu'elle est terminée en 1710, soit seulement 5 ans avant la mort de Louis XIV. Je vous montre sur ce tableau qui date du début du règne de Louis XV, du moment où la cour revient à Versailles en 1722, la configuration du site, avec donc cet élan vertical donné par la chapelle. Voilà. Donc cette chapelle qui fonctionne en fait comme le clocher, en quelque sorte le clocher de ce palais. Vous voyez 11 hectares de toiture plate ou à peine pentue. Et le seul élan vertical, finalement, c'est cette chapelle clocher surmontée d'un lanternon dont je vais reparler et qui est le signe de l'union de la terre et du ciel dans un palais du roi très chrétien, palais d'un roi qui, je le rappelle, du fait de l'onction du sacre, est assimilé à un évêque de l'extérieur, qui accomplit des gestes sacrés, comme le lavement des pieds à 13 pauvres le jeudi saint, qui est un roi guérisseur, qui guérit les écrouelles par le toucher des écrouelles, qui a lieu 5 fois par an à Versailles, et donc qui est un roi dont le caractère sacré est affirmé par cette chapelle, par ce signal donc vertical. Cette chapelle est surmontée d'un lanternon, et on a longtemps imaginé ou interprété ce lanternon comme un clocher. Je vous montre ici un des premiers projets pour cette chapelle. On est là à la fin des années 1680. Vous voyez une chapelle avec une toiture assez basse et finalement intégrée à la silhouette du palais. Et très rapidement, on a un exhaussement qui est dû à la demande de Louis XIV et à la proposition de son architecte Jules Hardouin-Mansart, un exhaussement de l'édifice qui va gagner en hauteur. La hauteur définitive étant trouvée en 1689. On a des documents là-dessus. Et cette hauteur donc fait que la chapelle est nettement distincte de la masse du palais. Je ne sais pas pourquoi les clichés défilent à toute vitesse. Alors voilà, et ce lanternon donc, qui est installé en 1705 en cours de travaux et qui a disparu aujourd'hui, mais dont il subsiste dans la toiture toute la substructure qui permettait donc de le supporter. Ce lanternon donc a longtemps été interprété comme un clocher. De fait, il domine encore plus la silhouette de l'édifice et on aurait très bien pu
pu y installer des cloches. Seulement, il n'y a jamais eu de cloche dans ce lanternon et on sait, il a été donc démonté en 1765, au moment d'ailleurs où on est confronté, le pouvoir royal est confronté à la suppression de l'ordre de la congrégation des jésuites en France, et la destruction de ce lanternon fait figure d'enjeu aux yeux d'une certaine partie de la cour. Une autre partie autour du dauphin, fils de Louis XV, veut le préserver justement. Donc on exécute un relevé assez précis qui nous montre bien qu'il n'y avait pas de cloche dans ce lanternon, et il est donc démonté, non remplacé, mais le roi, donc toujours dans un souci de compensation, d'équilibre des pouvoirs, des forces en présence autour de lui, eh bien fait installer, aménager une chapelle dédiée au Sacré-Cœur au moment donc de la destruction de ce lanternon, comme pour compenser la perte de visibilité extérieure par un renforcement du culte à l'intérieur. Ce lanternon, donc, on le sait par ce relevé, n'a jamais abrité de cloche. On le sait également par une mention d'un témoin de l'époque, le commissaire de police Narbonne, qui relate en 1729 que le jeune Louis XV, qui vient donc de revenir à Versailles, il a 19 ans, eh bien, est très curieux de voir combien de personnes peuvent tenir dans ce lanternon, et il y fait monter donc des couvreurs, des maçons, des charpentiers, des soldats, des gardes, et il constate, il fait compter le nombre de personnes. On a 139 personnes qui peuvent tenir à l'intérieur de ce lanternon. Vertige s'abstenir. Donc il est détruit en 1765. On ne garde que la croix du sommet, qui est donc reportée à l'extrémité de l'édifice où elle se trouve toujours aujourd'hui, et le lanternon donc est détruit. On a supposé aussi, ça c'est une hypothèse de Jean-Marie Pérouse de Monclos, que ce bâtiment que vous voyez ici au nord de l'édifice était en fait un clocher, avait été prévu pour être un clocher, et qui n'a jamais été terminé, soi-disant parce que Louis XV détestait le son des cloches. Le problème, c'est qu'on n'a pas de source qui confirme ce fait. Et le bâtiment donc hors œuvre qui vient s'accoler à l'édifice au nord n'a jamais non plus été un clocher. C'est juste un bâtiment de soutien, puisque là nous sommes au-dessus la façade nord de l'édifice donne sur une cour qui est beaucoup plus basse que la cour sud. On a à peu près 45 mètres de dénivelé entre le sommet de la toiture et le sol, et donc il fallait contrebuter, là c'est une nécessité architecturale, il fallait contrebuter la façade nord par un bâtiment qui vienne l'épauler, et ce bâtiment n'a jamais été prévu pour excéder la hauteur du bas-côté. Il a abrité à l'intérieur 2 chapelles superposées, une dédiée à Saint-Louis au rez-de-chaussée de la chapelle, et l'autre à la Vierge au premier étage, à l'étage de la tribune, chapelle du rez-de-chaussée qui servait éventuellement de reposoir pour le jeudi saint. Mais la couverture, vous voyez, de ce bâtiment n'a jamais été ensaillie par rapport à l'édifice. On le voit d'ailleurs sur le tableau de Martin que je vous ai montré tout à l'heure. Il n'y a aucune amorce de clocher de ce côté-là, donc l'hypothèse est à rejeter. En revanche, il y a eu un vrai clocher, et sur ce plan gravé en 1711 de Mortin, eh bien, on le voit, il est ici. C'est ce petit carré ici qui surmonte le passage des sacristies vers l'édifice. Et ce passage, donc, abrite dans sa partie supérieure une chambre des cloches qui, très discrète, hein, on le voit sur ce plan aussi, ici, une chambre des cloches qui, elle, date du projet primitif. Là, voilà la chambre des cloches. Elle est difficile d'accès. La photo a été prise dans des circonstances un peu acrobatiques, mais voyez, il y a donc tout l'équipement du soutien de la structure en bois qui permet de soutenir la cloche, et puis l'ouverture vers l'est, vers le chevet, vers la ville, avec donc muni d'abassons pour diffuser le son de la cloche. Cette tour clocher date du premier projet de chapelle, à l'époque où la chapelle était conçue, comme je vous l'ai montré, relativement basse.
Voilà. Et donc, ce bâtiment témoigne du premier parti. Il a été édifié entre 1687 et 89, puis le chantier ayant été abandonné pendant 10 ans, eh bien, au moment de la reprise du chantier sur de nouvelles bases, avec une chapelle beaucoup plus élevée, on a simplement conservé le clocher d'origine, mais qui, lui, était resté à la hauteur primitive. Donc on ne le voit que très peu, et il faut vraiment savoir qu'il est là pour le distinguer depuis cette partie, hein, ici au chevet, au nord-est de l'édifice. Ce clocher est équipé de cloches, et on a mention par les comptes des bâtiments du roi des cloches en question. Alors la première mention que délivre cette source comptable, c'est un paiement de juin 1690, bien avant donc la mise en service de cet édifice. Et la cloche est due à un fondeur qui s'appelle Nicolas Nainville. 5 ans plus tard, une nouvelle cloche est rétribuée par les comptes des bâtiments du roi au fondeur Gilles Lemoine, et cette cloche elle a été désignée explicitement cloche fondue pour la chapelle du château, pesant 356 livres et demi, cloche de bronze donc, qui était donc en activité, mais à ce moment-là, la chapelle du château n'est pas la chapelle que l'on connaît, c'est une chapelle qui se trouve à l'emplacement du salon d'Hercule, une chapelle qui a servi jusqu'en 1710 et qui était munie d'un beffroi dont on n'a aucune idée, aucun relevé, si ce n'est cette mention au moment de sa destruction du beffroi en 1710, remplacé donc par le nouveau clocher. Et il est très probable, dans la mesure où il n'y a pas d'autre paiement de cloche, que c'est la cloche commandée en 1695 qui a été tout simplement transférée dans le nouveau clocher, comme beaucoup d'ailleurs de livres liturgiques, d'ornements qui avaient été commandés du temps de la chapelle précédente, celle de 1682, qui ont simplement été transférés dans la nouvelle chapelle, celle de 1710. Cette cloche disparaît durant la période révolutionnaire, probablement fondue, et on retrouve une cloche au XIXe siècle, qui est installée entre 1816 et 1820. Ici, je vous montre 3 cloches qui viennent du musée campanaire de Saint-Jean-de-Bray et qui passent pour avoir été fondues pour Versailles puisqu'elle porte la date de février 1709, au moment donc où l'édifice est achevé. En fait, rien ne prouve que ces cloches aient été destinées à un édifice de culte. L'inscription en français, d'ailleurs, viendrait soutenir le contraire. Et en outre, on n'a aucune trace comptable d'une commande de cloche. Comme je le disais, c'est probablement la cloche de 1695 qui a servi dans la chapelle de 1710. D'ailleurs, pourquoi 3 cloches alors qu'il n'y a que de la place que pour une seule, et c'est le cas encore aujourd'hui, on a une seule cloche qui est dans le clocher. La voici, donc elle est en place, et comme je le disais, elle a été installée sous la Restauration, sous Louis XVIII, entre 1816 et 1820. Elle est datée de 1725 et elle est signée du fondeur flamand André-François van den Geyn, et donc elle provient de Louvain. On ne sait pas dans quelles circonstances elle a été achetée par la Maison du Roi ni pourquoi on l'a placée à Versailles, pourquoi elle vient de si loin. Je vous montre donc un relevé de l'architecte de Louis-Philippe, Frédéric Neveu, qui représente toute une partie du château qui a été en grande partie détruite lors de l'aménagement des galeries historiques voulues par Louis-Philippe. Ce sont tous les logements des lazaristes, des missionnaires, de la congrégation de la mission, de ces prêtres qui avaient été installés à Versailles dès 1682 pour assurer la desserte de l'édifice, que le roi soit présent ou non à Versailles. Et cette communauté religieuse est restée en place jusqu'en 1791, avec donc une partie du palais qui lui était dévolue et dans lequel elle pouvait vivre selon les exigences de la communauté, donc avec une relative clôture. C'est toutes ces parties, ces cellules. Ils étaient 14 membres de la congrégation de la mission, une congrégation fondée par Saint Vincent de Paul, et
donc ils étaient, vous voyez, sur place, au-dessus et à côté des sacristies, prêts donc à desservir le lieu de culte quotidiennement. Et ce relevé de Neveu montre bien ici la cloche de je voudrais agrandir, contrôle plus, la cloche donc de la chapelle, de ce clocher. Vous voyez, on voit bien ici la tour de clocher, avec la partie inférieure qui est occupée par des passages de la grande sacristie vers le bas-côté nord au rez-de-chaussée, passage de la pièce des musiciens vers la tribune de la musique au premier étage, et au-dessus donc la chambre de la cloche, représentée ici par Neveu, avec donc la cloche qui vient d'être mise en place, puisque ce relevé date de 1835-36, et la cloche était là depuis une quinzaine d'années auparavant. Donc toute cette partie, et donc c'est là où on comprend que l'usage de la cloche était lié à cette communauté de lazaristes, et de fait on a, grâce aux coutumiers de ces missionnaires, de ces lazaristes, eh bien on a mention de l'usage de cette cloche. Et je vous disais que la basson, l'ouverture de ce clocher donné vers l'est, vers la ville, c'est pas du côté du château. Il n'était pas nécessaire qu'on l'entende depuis l'appartement du roi, puisque la messe du roi n'était pas annoncée à coups de cloche, mais les volets de cloche étaient réservés aux lazaristes, et donc ça leur indiquait que quand il fallait descendre à la sacristie, jour de dimanche et fête Chaumet, à peu près 90 jours par an, entre les dimanches et la quarantaine de fêtes Chaumet de l'Ancien Régime, et bien donc ils étaient, la cloche servait à les appeler à descendre, et de même pour les offices, donc les vêpres et complis, et pour le salut du Saint-Sacrement, donc la cloche intervenait assez souvent, presque quotidiennement, et était réservée donc aux lazaristes. Alors donc, je termine sur cette image d'une cloche dont l'usage est relativement restreint, mais de fait, comme je disais au début, nous sommes dans le cadre d'une chapelle palatine intégrée à la structure d'un palais, donc la cloche n'est pas nécessaire. La chapelle fonctionne elle-même comme un clocher, elle est particulièrement visible, et j'insiste sur son côté visible de l'extérieur, le clocher, vous voyez, avec la basson ici, l'ouverture cintrée, derrière laquelle se trouve la chambre de la cloche. Ici, les anciennes fenêtres de ces logements des lazaristes. Aujourd'hui, donc, c'est la salle de la Smala, qui a été donc aménagée pour accueillir l'immense tableau d'Horace Vernet. Et il ne reste donc des cellules de lazaristes que ces deux fenêtres. Et on voit toute la connexion qu'il y a entre ces espaces alloués à la communauté des lazaristes et le clocher. Tout ça logé au flanc nord, le plus discret, si on veut, le plus éloigné des parties royales et curiales du palais, on est vraiment dans un autre monde, celui d'une communauté religieuse affectée à la desserte d'un édifice, que le roi soit présent ou non, comme je le disais, puisque cette communauté est là toute l'année. Et donc je reviens sur le tableau de départ, qui nous montre donc la chapelle comme signal vertical. J'insiste sur le fait qu'à Versailles, la visibilité donnée à l'édifice est assez exceptionnelle au regard des autres palais européens. Si on prend l'exemple du palais du pape à Rome, à l'époque de Louis XIV, c'est le Quirinal, mais cette comparaison vaut aussi pour le Vatican, eh bien la chapelle du pape est relativement peu visible. On ne voit pas tellement la chapelle Sixtine de l'extérieur de la place Saint-Pierre, et on ne voit pas du tout la chapelle du palais du Quirinal depuis l'extérieur. Ici, à Versailles, le roi très chrétien a voulu donner une visibilité particulière à cet édifice, et je reviens sur cette image de chapelle clocher.
même si elle est dépourvue de cloche, elle ne sonne pas, mais elle se fait voir. Et c'est cette visibilité, et c'est une des fonctions assumées par le clocher qui est ici dévolue à la chapelle tout entière. Et ce symbole a fonctionné très bien, et il a été parfaitement compris par les adversaires du système, puisque lorsqu'on regarde l'esquisse de Jacques-Louis David, pour le serment du jeu de paume, tableau qu'il n'a jamais mené à achèvement, mais dont il a donné une esquisse complète, dessinée, eh bien on voit par les fenêtres de la salle du jeu de paume, au moment précis où Bailly lève le bras pour prêter le serment du jeu de paume, eh bien la foudre se tombe sur la chapelle du château, et on ne sait pas si elle va la détruire, mais en tout cas c'est la mise à bas d'un symbole voulu par le roi très chrétien, et d'un signal qui fonctionnait donc, comme je disais, à l'instar d'un clocher. Merci pour votre attention.